Voyons voir, il y a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Phaéton, Jupiter. Attendez, quoi? Phaéton? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Au début du 19e siècle, la ceinture d'astéroïdes n'avait pas encore été découverte. En 1801, un homme appelé Giuseppe Piazzi repéra le plus grand astéroïde du système solaire, Cérès. À cette époque, les gens croyaient qu'il y avait une planète en orbite entre Mars et Jupiter, et Cérès semblait correspondre à cette description. Mais l'année suivante, un autre astronome, Heinrich Olbers, trouva un autre corps céleste qui suivait une orbite similaire. Il s'agissait d'un astéroïde que l'on baptisa plus tard Pallas. Cette découverte aida Olbers à comprendre que ces deux objets spatiaux pouvaient être les fragments d'une planète. La découverte de deux autres astéroïdes, Vesta et Junon, sembla confirmer cette théorie. On pensait que cette planète, qui fut nommée Phaéton au XXe siècle, était apparue peu après la formation du système solaire et avait ensuite été détruite. Ces débris auraient formé la ceinture d'astéroïdes. L'idée d'Olbers reçut le nom de théorie de la perturbation. Pour les astronomes de l'époque, il semblait évident que la planète avait un jour heurté un grand objet spatial, ce qui avait entraîné sa disparition. La candidate la plus probable était Némésis, une hypothétique naine rouge ou brune en orbite autour de notre Soleil. Selon une autre théorie, Phaéton aurait subi un cataclysme interne qui l'aurait désintégré. Une autre idée encore, Phaéton se serait un peu trop approché de Jupiter et aurait été déchiqueté par l'immense gravité de la géante gazeuse. Aujourd'hui, cependant, les astronomes ne croient plus à la théorie d'Olbers. Une nouvelle idée l'a remplacée. Elle était connue sous le nom de théorie de l'accrétion. Elle affirme que la ceinture d'astéroïdes est tout ce qui reste du disque protoplanétaire. Ce disque aurait initialement orbité autour du Soleil, avant même la formation des planètes. Malheureusement, en raison des forces gravitationnelles de Jupiter, il n'a jamais réussi à se transformer en planète. Mais c'est quoi cette ceinture d'astéroïdes dont on ne cesse de parler? Cette région se situe entre les orbites de Jupiter et de Mars. On y trouve des tonnes d'astéroïdes et même des planètes mineures. Certaines d'entre elles peuvent parfois migrer ou être projetées hors de la ceinture d'astéroïdes vers le système solaire externe. Les 4 plus grands astéroïdes de cette zone sont Cérès, Vesta, Pallas et Hygie. Ils représentent la moitié de la masse de toute la ceinture. Quant au reste de la masse, elle est constituée d'innombrables corps plus petits. Dans de nombreux films de science-fiction sur l'espace, le personnage principal pénètre dans une ceinture d'astéroïdes et doit faire de gros efforts pour slalomer entre les innombrables rochers qui menacent de détruire son vaisseau spatial. Eh bien, sachez que cela n'a rien à voir avec la réalité. Même s'il y a des milliers d'astéroïdes dans cette région, ils sont si espacés que le risque de collision est quasi nul. Mais bon, c'est du cinéma, après tout. Quoi qu'il en soit, lorsque la ceinture d'astéroïdes s'est formée, certains objets ont commencé à se rassembler et à former ce que nous appelons des protoplanètes. Mais l'attraction gravitationnelle causée par la formation de Jupiter a rendu ces collisions trop violentes. Et au lieu de former de grands corps spatiaux, comme des planètes, les astéroïdes finissaient par se fragmenter. Les astronomes pensent que suite à ces collisions, plus de 99,99% de la masse initiale de la ceinture d'astéroïdes a été perdue au cours des 100 premiers millions d'années de l'histoire du système solaire. Seuls les plus gros astéroïdes ont une gravité suffisante pour avoir une forme sphérique. Les plus petits ne sont souvent que des amas de débris grossièrement solidifiés par la gravité. Et les plus petits objets de la ceinture d'astéroïdes ressemblent à de la poussière, tant ils sont petits. Tous ces objets, géants et minuscules, tournent autour du Soleil. Il existe plusieurs types d'astéroïdes, dont la composition et l'albédo, la proportion de lumière ou de rayonnement réfléchi par une surface, varient. Les principaux types sont les astéroïdes de carbone, qui ont une surface très sombre, les astéroïdes de silicium, que l'on peut aussi appeler astéroïdes de pierre, et les astéroïdes métalliques. Les deux premiers types représentent environ 75% et 17% des astéroïdes connus. Pour la première fois, la ceinture d'astéroïdes a été traversée par un engin spatial en 1972. Il s'agissait de la sonde Pioneer 10. Cet engin a permis de réfuter la théorie selon laquelle la ceinture était remplie d'une poussière capable d'endommager gravement tout le matériel à bord. Cela ne s'est pas produit et, depuis lors, 8 autres sondes ont traversé la ceinture d'astéroïdes.
Et maintenant, je vais vous raconter quelques faits intéressants sur le système solaire lui-même. Essayez de compter combien de ces faits vous connaissiez déjà et écrivez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Le système solaire a l'âge stupéfiant de 4,5 milliards d'années. Les scientifiques sont parvenus à cette conclusion après avoir étudié les météorites, le matériau le plus ancien qu'ils aient réussi à trouver. Mais notre système solaire n'est pas le seul de la Voie lactée. La galaxie dans laquelle nous vivons en abrite environ 100 milliards. Tout ça pour une seule galaxie. Alors combien y en a-t-il dans tout l'univers? Notre Soleil a également une masse incroyable. En voici la preuve. 99,86% de la masse du système solaire est constituée par la masse du Soleil, en particulier par l'hydrogène et l'hélium qui le composent. Les 0,14% restants correspondent principalement à la masse des 8 planètes du système. Au fait, contrairement à une idée reçue, l'espace n'est pas un vide parfait. Il contient non seulement des étoiles et des planètes, mais aussi des nuages de poussière interstellaire, du plasma spatial et des rayons cosmiques, des fragments d'atomes qui viennent des confins du système solaire. Un phénomène dont les astronautes devraient se préoccuper lorsqu'ils explorent l'espace est la soudure à froid. Si deux pièces du même type de métal se touchent dans l'espace, elles se lient et restent collées de façon permanente, un peu comme avec de la colle galaxie. Cela ne se produit pas sur Terre car l'eau et l'air maintiennent les choses séparées. Vous pouvez voir des éclipses solaires, car même si la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, elle est aussi 400 fois plus proche de la Terre. Elle est donc parfaitement capable d'obscurcir notre étoile. Mais dans 600 millions d'années, la Lune ne pourra plus bloquer complètement le Soleil en raison de l'évolution de l'orbite du satellite. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper, remplie d'immenses objets glacés. Le plus curieux concernant cette formation spatiale est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer le schéma de son mouvement. La seule explication qu'ils ont est que Neptune pourrait cacher une planète gigantesque. Cette planète hypothétique a déjà reçu le nom de planète 9. Et il ne nous reste plus qu'à attendre que son existence soit confirmée. Ou pas. L'océan de Jupiter est plus vaste que toutes les étendues d'eau des autres planètes du système solaire. Mais il est très différent des océans terrestres. En fait, il n'est pas constitué d'eau. Cette étendue fascinante est en réalité constituée d'hydrogène métallique et sa profondeur est d'environ 4000 km, ce qui équivaut à peu près à la circonférence de la Terre. Les gens ont découvert les magnifiques anneaux de Saturne dans les années 1600. Mais nous savons maintenant que Saturne n'est pas la seule planète à anneaux. Toutes les planètes gazeuses géantes, Uranus, Neptune et Jupiter, ont leurs propres anneaux, mais ils sont fins et presque impossibles à voir. Quant à Mars, Vénus et la Terre, elles sont constituées de matériaux rocheux et non pas d'anneaux. Parallèlement, la Lune de Saturne, Rhea, pourrait avoir un système d'anneaux composé de 3 bandes étroites. Si les astronomes parviennent à le confirmer, ce sera la première fois que des anneaux autour d'une Lune seront découverts. Et Mars pourrait elle aussi obtenir des anneaux dans les 70 millions d'années à venir. Sa plus grande lune, Phobos, se rapproche de plus en plus d'elle. Un jour, en raison de l'attraction gravitationnelle de la planète rouge, ce satellite risque fort de se briser et de se transformer en un anneau. Il pourrait ensuite se maintenir pendant des millions d'années. Un autre fait intéressant à propos de Mars, vous avez probablement entendu parler du méthane, un sous-produit de processus naturels tels que l'activité volcanique et les flatulences bovines. Quoi qu'il en soit, ce gaz fait non seulement partie de l'atmosphère martienne, mais il est aussi la source de bien des confusions pour les astronomes. En effet, le volume de méthane sur Mars fluctue constamment, et les scientifiques n'arrivent pas à déterminer d'où il pourrait provenir. Pourrait-il y avoir de la vie sur Mars? Pourrait-il y avoir des vaches? La plupart de ces points scintillants disséminés dans le firmament semblent hors d'atteinte. Pourtant, l'un d'eux, Bételgeuse, est une étoile si gigantesque et si proche que l'on peut l'observer à l'œil nu. Pour la repérer, commencez par identifier les 3 astres alignés de la ceinture d'Orion. L'étoile rougeâtre située sur la gauche est Bételgeuse. Elle figure parmi les plus brillantes visibles depuis la Terre et ne se trouve qu'à quelques 640 années-lumière. Bételgeuse appartenait à la catégorie des étoiles de type O à la teinte bleu-blanc, l'une des plus chaudes qui soit. Elle atteignait alors des températures
avoisinant les 50 000 degrés Celsius. Mais cette époque est révolue, désormais vieillissante. Elle s'est refroidie pour culminer à une température de seulement 3200 degrés Celsius. Une pause de 3 secondes. Les étoiles bleu-blanc sont d'une masse colossale et brillant d'un éclat saisissant, grâce à l'abondance de leur hydrogène. Toutefois, cette splendeur a un prix. Elles consument leur carburant à un rythme effréné. Et, en prenant de l'âge, elles évoluent naturellement en géantes rouges. C'est précisément ce qui est arrivé à Bételgeuse. Ayant épuisé son hydrogène, elle a commencé à brûler de l'hélium. Cela a provoqué le gonflement spectaculaire de ses couches externes, à la manière d'un ballon, la transformant en supergéante rouge et la propulsant parmi les plus grandes étoiles recensées. Elle atteint à présent un diamètre de plus d'1,13 milliard de kilomètres. À ce stade, elle est environ 1000 fois plus volumineuse que notre Soleil. Si Bételgeuse venait à le remplacer, elle engloutirait Mercure, Vénus, la Terre, Mars et même Jupiter. Son atmosphère s'étendrait presque jusqu'à Saturne. Pause de 3 secondes. Un phénomène intrigant a récemment été observé. Bételgeuse s'est mise à tourner bien plus vite que ne le permettrait normalement sa taille. Les étoiles de cette envergure sont censées avoir une rotation lente. Pourtant, elle s'est brusquement mise à tourner à une vitesse d'environ 5 km par seconde. Grâce à de puissants radiotélescopes, la surface orangée de Bételgeuse a pu être observée avec une grande netteté. C'est ainsi que l'on a découvert ces variations de luminosité. Par moments, elle brille intensément, puis s'assombrit considérablement. Ce cycle se répète tous les 400 jours environ. Plus récemment, le télescope ALMA, un réseau d'antennes fonctionnant comme un instrument unique, a révélé que la surface de Bételgeuse se déplaçait de façon asymétrique. Une portion semble s'approcher de nous, tandis que l'autre s'en éloigne. Pause de 3 secondes. Mais il se pourrait que tout cela ne soit qu'un effet d'optique. Contrairement à notre Soleil, à la surface homogène, Bételgeuse présente un relief chaotique, semblable à un chaudron en ébullition. Elle bouillonne, tourbillonne avec violence. Imaginez d'immenses panaches de gaz brûlant jaillissant de son cœur, atteignant la surface, avant de replonger vers l'intérieur. Et ces bulles dépassent non seulement la taille du Soleil, mais aussi celle de l'orbite terrestre autour de lui. Ces bulles montent et redescendent à une vitesse vertigineuse, plus rapide encore qu'un engin spatial. Ce tumulte pourrait tromper nos instruments et leur faire percevoir une rotation plus rapide qu'en réalité. D'autres astronomes avancent que Bételgeuse aurait pu engloutir une étoile voisine, ce qui aurait accru sa vitesse de rotation. Mais ce ne sont, pour l'instant, que des hypothèses. Pause de 3 secondes. La situation s'est encore complexifiée lorsque Bételgeuse a de nouveau perdu en éclat, cette fois de manière inattendue. Ce qui est remarquable, c'est que la découverte fut faite grâce à un satellite météorologique. Les télescopes terrestres peinaient à l'observer en raison de l'atmosphère. Les chercheurs ont donc utilisé un satellite conçu pour surveiller le climat terrestre, mais capable aussi de capturer des images de l'espace. Comme nous l'avons évoqué, l'intensité lumineuse de Bételgeuse croît et décroît tous les 400 jours. Or, récemment, elle s'est subitement obscurcie dans une proportion 2,5 fois supérieure. Cet événement a été baptisé le Grand Assombrissement. D'après une première hypothèse, Bételgeuse aurait connu un refroidissement soudain, accompagné d'une expulsion massive de matière, formant un vaste nuage de poussière. Celui-ci aurait occulté la lumière de l'étoile, la rendant bien plus terne qu'à l'accoutumée. De surcroît, les chercheurs ont constaté un comportement inhabituel de cette poussière, ce qui pourrait trahir un dérèglement profond au sein même de l'astre. Le cycle de pulsation de Bételgeuse s'est lui aussi modifié. Il ne s'écoule désormais plus que 200 jours entre un pic de luminosité et son déclin. Et pour ajouter au mystère, au printemps 2023, l'étoile s'est mise à briller plus ardemment encore qu'à son zénith habituel. Pourquoi est-ce inquiétant ? Parce que cela pourrait être un signe précurseur du grand final de Bételgeuse. Et les conséquences pour la Terre ne seraient pas négligeables. Pause de 3 secondes. Nous pourrions être à l'orée d'une supernova. Lorsqu'une étoile massive comme Bételgeuse a consommé tout le carburant en son cœur, elle amorce la combustion de nouveaux éléments, tels que le carbone, l'oxygène ou le silicium. Ce processus conduit à la formation de fer en son noyau. Et c'est à ce stade que tout bascule. La fusion du fer avec l'hélium ne libère pas d'énergie, contrairement à d'autres réactions. Elle en absorbe.
Cela provoque l'effondrement du cœur de l'étoile sur lui-même, un phénomène connu sous le nom de supernova à effondrement de cœur, un spectacle proprement renversant. Les supernovae dégagent une telle luminosité qu'elles peuvent surpasser l'éclat de galaxies entières. Mais celle de Bételgeuse serait exceptionnelle. Du fait de sa relative proximité avec notre planète, son éclat serait tel qu'on pourrait même la voir en plein jour. Lorsque cela se produira, Bételgeuse resplendira avec l'intensité d'une pleine lune, concentrée en un point minuscule. Pendant près de 2 mois, sa clarté sera si saisissante qu'il vous serait possible de lire un livre à la seule lumière de la supernova, même en l'absence totale d'éclairage urbain, à condition que le ciel soit dégagé. 6 pauses de 3 secondes. L'idée d'assister à l'explosion de Bételgeuse en supernova a de quoi faire frémir d'excitation. La dernière fois qu'un tel événement s'est produit dans notre galaxie, c'était à l'époque de Johannes Kepler, il y a plus de 400 ans. Cet épisode céleste, baptisé SN 1604 ou supernova de Kepler, a illuminé le ciel pendant plusieurs semaines. Cependant, ne vous laissez pas emporter trop vite par l'enthousiasme, nul ne sait précisément quand cela surviendra. Une étude suggère que l'étoile se trouve dans sa phase de combustion du carbone. Si nous approchons de la fin de cette étape, alors Bételgeuse pourrait exploser d'ici quelques décennies. Mais cette hypothèse reste extrêmement difficile à vérifier, car, durant cette phase terminale, l'étoile ne manifeste pratiquement aucun changement visible. Même si Bételgeuse est suffisamment proche pour que l'on puisse en observer la surface, il nous est impossible d'en sonder le cœur. Peut-être n'est-elle qu'au tout début de la combustion du carbone, auquel cas l'explosion tant attendue ne se produirait pas avant 1000 ans. D'après une autre étude, Bételgeuse ne disposerait plus que de 3 siècles de carburant dans son noyau. Les chercheurs rappellent qu'elle est sujette à des cycles réguliers d'expansion et de contraction, et que son rythme de pulsation laisse entrevoir qu'elle est bien plus massive qu'on ne le pensait. Cela indiquerait qu'elle est plus avancée dans son évolution, et donc plus proche de la fin. 5 pause de 3 secondes. D'autres conjectures proviennent de l'étude d'étoiles analogues. L'étoile Vessax, Canis Majoris par exemple, située dans notre propre galaxie, semble plus proche de l'explosion que Bételgeuse, et son éclat diminue régulièrement depuis 1 siècle, à l'inverse de la stabilité relative de Bételgeuse. Si cette dernière était sur le point d'exploser, elle deviendrait de moins en moins lumineuse à un rythme soutenu. Par ailleurs, certains textes anciens laissent entendre qu'il y a 2000 ans, Bételgeuse apparaissait jaune, et non rouge, aux yeux des observateurs. Si cela est avéré, alors nous pourrions être témoins des tout premiers instants de sa phase terminale. En somme, nul ne peut prédire si la supernova éclatera demain ou dans un millénaire. Il nous faut simplement patienter. Hit pause de 3 secondes. Mais supposons qu'elle explose dès demain. Quelles seraient alors les conséquences pour nous? La supernova de 1987 dans le Grand Nuage de Magellan a démontré que les effets de ce genre d'événement pouvaient être perçus même à des distances vertigineuses. Ce nuage se trouve à près de 170 000 années-lumière, et pourtant nous avons pu capter son rayonnement. Il demeure difficile de définir avec précision ce que l'on appelle la zone de danger. Une estimation approximative la situerait à une centaine d'années-lumière. Fort heureusement, Bételgeuse se trouve bien au-delà. Elle ne représente donc aucune menace pour l'humanité. Nous pourrons donc admirer le spectacle grandiose de sa supernova sans en subir la moindre conséquence. On dit souvent de Vénus qu'elle est la planète sœur de la Terre. En effet, ces 2 planètes ont presque la même taille. De plus, la masse et la composition de Vénus et de la Terre sont très similaires. Vénus tourne autour du Soleil dans sa zone boucle d'or, c'est-à-dire habitable, tout comme la Terre. Mais les différences entre notre planète et Vénus sont plus importantes que les similitudes. Par exemple, l'atmosphère de Vénus est 90 fois plus épaisse que celle de la Terre. La température de surface est si élevée que l'on peut y faire fondre du plomb. Et l'air est toxique. Il est composé de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique. En d'autres termes, si l'homme décidait de s'installer sur Vénus, il faudrait d'abord procéder à une sérieuse terraformation, c'est-à-dire avoir recours à l'ingénierie écologique. Malgré tout, certains scientifiques pensent que Vénus est une candidate encore plus intéressante que Mars, et il existe plusieurs suggestions sur la manière de procéder.
L'une d'entre elles consiste à utiliser des algues génétiquement modifiées en vue de fixer le carbone dans des composés organiques. Malheureusement, plus les chercheurs étudient cette méthode, moins elle est plausible. Le principal problème est que la production de molécules organiques à partir du dioxyde de carbone nécessite de l'hydrogène. Or, cet élément est extrêmement rare sur Vénus. Cette planète ne possède pas de magnétosphère protectrice et sa haute atmosphère est exposée à l'érosion directe du vent solaire. C'est pourquoi elle a perdu la majeure partie de son hydrogène originel dans l'espace. De plus, tout le carbone lié aux molécules organiques serait rapidement reconverti en dioxyde de carbone en raison de l'environnement ultra chaud de la surface. Et Vénus ne commencerait à se refroidir qu'après l'élimination de la majeure partie de son gaz carbonique. L'idée suivante consisterait à bombarder l'atmosphère de Vénus avec de l'hydrogène. De l'eau et du graphite seraient alors produits. Cette eau tomberait sur la planète et couvrirait près de 80% de sa surface, formant de vastes océans. Pour ce faire, nous aurions besoin d'une grande quantité d'hydrogène, qui devrait donc être récoltée directement sur l'une des géantes glaciaires de notre système solaire, ou sur leur lune. Cette suggestion implique également l'ajout d'un aérosol de fer dans l'atmosphère de Vénus. Il pourrait provenir d'un certain nombre de sources, comme de la Lune, des astéroïdes ou de Mercure. L'atmosphère qui en résulterait serait d'environ 3 bars, ce qui correspond à une pression de surface 3 fois supérieure à celle de la Terre. Elle serait également principalement composée d'azote, dont une partie se dissoudrait avec le temps pour former de nouveaux océans, ce qui réduirait encore davantage la pression atmosphérique. Il y a aussi l'idée des ombres solaires. Une série de petits vaisseaux spatiaux ou une seule grande lentille pourrait être utilisée pour détourner la lumière du Soleil de la surface de la planète. Cela pourrait probablement réduire ses températures folles. Vénus absorbe 2 fois plus de lumière solaire que notre planète. On pense que cela a joué un rôle important dans le déclenchement de l'effet de serre, qui a fait de la planète ce qu'elle est aujourd'hui. Une telle ombre pourrait être installée dans l'espace. Elle servirait également à bloquer le vent solaire, réduisant ainsi la quantité de rayonnement à laquelle la surface de Vénus est exposée. Ces radiations constituent un problème majeur pour l'habitabilité de la planète. Si cette méthode parvenait à refroidir Vénus, le dioxyde de carbone atmosphérique deviendrait liquide ou gelé et se déposerait à la surface sous forme de glace carbonique. Des réflecteurs solaires pourraient également être placés dans l'atmosphère ou à la surface de la planète. Il pourrait par exemple s'agir de grands ballons réfléchissants, de nanotubes de carbone ou de graphène, ou de quelque chose de totalement différent. L'une des suggestions les plus intéressantes consiste à construire des villes au-dessus des nuages de Vénus. Elles pourraient ainsi servir à la fois de bouclier solaire et de station de traitement. Les premiers colons y vivraient, jouant le rôle de terraformeurs, convertissant progressivement l'atmosphère de la planète en un milieu habitable. Plus tard, ils migreraient vers la surface. Regardez cette immense région, en forme de beignet, située loin de la Terre, au-delà de l'orbite de Neptune. Nous parlons là d'une distance de plus de 4 milliards de kilomètres. C'est la ceinture de Kuiper. Eh bien, il s'y passe quelque chose d'étrange et de bizarre. Les planètes naines et les autres petits objets qu'on y trouve refusent de se regrouper. Au lieu de cela, ils suivent des orbites particulières, ce qui est inhabituel. La raison, une grande et mystérieuse planète pourrait être cachée au-delà de Pluton. C'est sa gravité qui perturberait les orbites de ces corps célestes dans la ceinture de Kuiper. Notre système solaire est constitué du Soleil et de tout ce qui gravite autour de lui en raison de sa forte gravité. Cela inclut les 8 planètes principales, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il y a aussi des objets plus petits, comme les lunes, les astéroïdes et Pluton. Pendant longtemps, on a pensé que Pluton était la 9e planète. Mais lorsqu'elle a été reclassée en tant que planète naine, les scientifiques ont commencé à chercher une nouvelle 9e planète. Mais pourquoi voulait-il à tout prix qu'il y en ait un nombre impair? Et devinez quoi? Certains pensent vraiment qu'il pourrait y avoir une grande planète glacée cachée très loin au-delà de Neptune. On a donné à cette planète mystérieuse le nom de planète 9.
La planète 9 n'a pas encore été observée, mais les scientifiques pensent qu'elle pourrait exister car certains petits rochers spatiaux éloignés, appelés Hotn, se déplacent selon des trajectoires bizarres. Ces trajectoires semblent être regroupées et inclinées d'une manière qui exclut le hasard. Cela pourrait signifier qu'une planète encore invisible les attire avec sa gravité. Si la planète 9 est réelle, il se pourrait qu'elle soit 5 à 10 fois plus lourde que la Terre. Elle serait également extrêmement éloignée, des centaines de fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Au fil des ans, les scientifiques ont calculé différentes distances pour son orbite, et la dernière estimation, en 2025, indique qu'elle serait environ 290 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Il existe des idées intéressantes sur l'origine de cette planète 9. Elle aurait par exemple été expulsée du système solaire interne par l'une de nos géantes, Jupiter. On spécule également qu'elle pourrait provenir d'une autre étoile, ou qu'elle aurait erré seule dans l'espace avant de se voir capturée par la gravité du Soleil. Bien que les scientifiques l'aient cherché de manière très approfondie en utilisant de puissants télescopes, personne n'a encore jamais pu observer cette planète, et pour le moment, son existence n'est que théorique. Mais récemment, un groupe de chercheurs a tenté une approche astucieuse. Ils ont utilisé des données provenant de 2 relevés spatiaux appelés IRAS et Akari. Ces 2 sondes ont observé le ciel en lumière invisible, l'infrarouge lointain, à environ 23 ans d'intervalle. Une bonne idée, car la planète 9 est supposée se déplacer très lentement. L'équipe s'est concentrée sur l'une des listes provenant d'Akari, qui est très efficace pour repérer les objets peu lumineux en mouvement dans l'espace. Ils ont calculé la luminosité de la planète 9 et sa vitesse de déplacement en se basant sur sa taille, sa distance et sa température potentielle. Ensuite, ils ont cherché des signaux correspondants dans les relevés d'IRAS et d'Akari en différents endroits du ciel. Une vraie planète, en effet, aurait forcément bougé un peu en 23 ans. Et ils ont trouvé 13 correspondances possibles, et donc peut-être notre planète 9. Leurs estimations se basaient sur la distance apparente de l'objet. 500 à 700 fois plus loin du Soleil que la Terre. Et sur sa masse potentielle, qui serait de 7 à 17 fois celle de notre boule bleue. Après avoir examiné très attentivement toutes les images, ils ont mis le doigt sur une très bonne candidate. Les 2 détections n'étaient pas au même endroit dans les 2 relevés, et la façon dont elles apparaissaient sur la carte Akari correspondait à ce qu'on pourrait attendre d'un objet se déplaçant lentement. Elle était apparue à une certaine date, et se trouvait autre part 6 mois plus tôt. Mais bien sûr, il y avait un hic. Apparemment, ces anciennes données ne suffisaient pas pour déterminer le chemin exact de la planète potentielle. À présent, l'équipe souhaite effectuer de nouvelles observations de suivi en utilisant une caméra appelée DECAM, qui est vraiment douée pour repérer des objets peu lumineux en mouvement. De cette manière, ils pourront découvrir si cette candidate est réellement la planète 9. En outre, cela peut nous aider à en apprendre davantage sur le fonctionnement de notre système solaire et sur sa formation. Si nous découvrons un jour cette 9e planète, notre compréhension du système solaire en sera complètement bouleversée. Nous comprendrons enfin pourquoi certaines roches spatiales éloignées dans la ceinture de Kuiper sont si étrangement inclinées. Le fait est que la plupart des planètes tournent autour du Soleil à l'intérieur d'un cercle plutôt plat, mais ces objets lointains sont inclinés d'environ 20 degrés. Et c'est peut-être à cause de la planète 9. Ensuite, nous pourrons probablement savoir pourquoi ces objets inclinés semblent orientés dans le même sens, leurs orbites regroupées en une seule direction. La gravité d'une grande planète pourrait les rassembler, un peu comme des moutons. Il y a aussi ces étranges et lointains objets inclinés qui ne devraient pas se trouver là, à moins que quelque chose de grand, comme la planète 9, n'exerce une attraction sur eux. Quelques roches spatiales orbitent autour du Soleil en sens inverse entre les grandes planètes, et c'est également très bizarre, à moins, à nouveau, que quelque chose de très grand influence leur trajectoire. Certains objets de la ceinture de Kuiper croisent régulièrement le chemin de Neptune, et ce, sans être éjectés. Est-ce parce que la planète 9 les maintient sur leurs orbites ? Un autre aspect fascinant de cette histoire, si la planète 9 existait, il s'agirait d'une super-Terre, un type de planète que nous voyons souvent autour d'autres étoiles, mais que nous n'avons pas encore vue dans notre voisinage. En trouver une ici donnerait donc, en un sens, plus de cohérence à notre système. À travers l'histoire, les gens se sont demandé s'il pourrait y avoir des planètes cachées au-delà de Neptune, même avant que Pluton ne soit découverte. En 1880, un homme nommé George Forbes a supposé qu'il pourrait y avoir 2 planètes inconnues dans ces régions.
L'une a environ 100 fois la distance de la Terre par rapport au Soleil, et l'autre a environ 300 fois cette distance. Il pensait que ces planètes mystérieuses attiraient certaines comètes et modifiaient leurs orbites, un peu comme Jupiter le fait avec les objets qui l'approchent. En 2004, des scientifiques ont découvert un petit monde étrange nommé Sedna. Il suivait une trajectoire autour du Soleil qui ne semblait affectée par aucune des planètes connues. Son point le plus proche du Soleil, appelé Périhélie, est bien trop éloigné pour que Neptune en soit la cause. Cela a amené certains à se demander si Sedna était influencé dans sa trajectoire par une planète cachée, peut-être même par quelque chose d'aussi grand que la Terre, ou plus grand encore. D'autres se sont dit qu'une étoile était passée non loin il y a très longtemps, ou qu'une autre étoile se serait formée près de la nôtre. Puis, en 2014, un autre objet étrange a été découvert. Il avait une orbite très similaire à celle de Sedna, ce qui a rendu les gens encore plus méfiants quant à la possibilité qu'il y ait quelque chose de très grand là-bas qui perturbe les trajectoires. Cela a déclenché une nouvelle série de recherches sur la planète X, ou planète 9. Lors d'une réunion en 2012, un scientifique du nom de Rodney Gomez a suggéré qu'il pourrait y avoir une grande planète cachée à environ 1500 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Il pensait que cela expliquerait les orbites étranges qu'on avait observées, comme celles de certaines comètes et de centaures, ces petits corps qui errent au milieu des planètes géantes. À cette époque, ceux qui croyaient en la théorie de la planète 9 pensaient que si elle existait, elle se déplaçait autour du Soleil selon un immense cercle allongé, une orbite elliptique, et qu'elle était située entre 400 et 800 fois la distance de la Terre par rapport au Soleil, soit environ 13 à 26 fois plus loin que Neptune. Si ces calculs étaient justes, il lui fallait entre 10 000 et 20 000 ans pour faire le tour du Soleil. De plus, si elle orbitait effectivement autour du Soleil, elle ne suivait pas le même chemin plat que les autres planètes. Son trajet était incliné d'environ 15 à 25 degrés. Le point le plus éloigné de son orbite, appelé Aphélie, pointait en direction de la constellation du Taureau. Quant au point le plus proche, il pointait vers le Serpent, Ophiuchus ou la Balance. Quant à la composition de la planète 9, elle serait, selon les experts, très similaire à celle d'Uranus ou de Neptune. Elle posséderait une atmosphère épaisse composée d'hydrogène et d'hélium, et elle serait très froide, moins 226 degrés. Son noyau serait constitué de fer, et sa couche intermédiaire serait remplie de roches et de glace d'eau. Mais si cette planète était plus petite et plus dense, il se pourrait qu'elle soit plus semblable à la Terre, avec une surface rocheuse au lieu de gazeuse. Selon un scientifique nommé Mike Brown, si la planète 9 est bien réelle, une sonde spatiale pourrait l'atteindre en environ 20 ans en utilisant une trajectoire en fronde assistée autour du Soleil. Contemplez cette planète fascinante. Elle semble en proie aux flammes. Sa surface doit être encore plus brûlante que le cœur de la vallée de la mort. Le sol, aride et craquelé par d'immenses fissures, témoigne d'une sécheresse absolue. Pas une seule goutte d'eau n'existe dans cet univers surchauffé. Pourtant, voici la même planète sous un tout autre visage. À présent, elle est plongée dans un froid glacial. Les températures y sont si basses que toute forme de vie y serait rigoureusement impossible. Ce monde singulier, baptisé HD 2794D, se situe à 19,7 années-lumière de la Terre, au sein de la constellation de l'Éridan. Il s'agit d'une super-Terre, c'est-à-dire d'une planète plus massive que la Terre, mais plus modeste que les géantes glacées comme Neptune. Ce qui la distingue, c'est son orbite atypique, qui lui fait tantôt pénétrer, tantôt quitter la zone habitable de son étoile. Cette région, où les conditions de température pourraient permettre la présence d'eau sous forme liquide. Cette planète intrigante n'a toutefois jamais été observée directement. Les astronomes l'ont détectée en analysant d'infimes oscillations de son étoile, grâce à deux instruments de haute précision, Espresso et ARPS, installés sur des télescopes au Chili. Ces outils mesurent la vitesse radiale, c'est-à-dire les légers déplacements de l'étoile causés par l'attraction gravitationnelle de la planète. Plus cette oscillation est marquée, plus la planète qui en est à l'origine est massive. En exploitant ces données, les chercheurs ont déterminé que cette planète possédait une masse environ 6 fois supérieure à celle de la Terre. Elle gravite autour d'une étoile, HD 2794, également connue sous le nom de 82G, Eridani, légèrement plus petite et moins lumineuse que notre Soleil.
Ce qui la rend singulière, c'est qu'elle est suffisamment brillante pour être visible à l'œil nu, contrairement à bien d'autres étoiles hébergeant des exoplanètes, qu'il est impossible d'apercevoir sans télescope. Ce système fait l'objet d'une surveillance depuis plus de 20 ans. Longtemps, les scientifiques ont soupçonné qu'il abritait plusieurs planètes et en 2011, ils ont confirmé la présence de 2 super-Terres, HD 2794D et HD 2794C, effectuant respectivement une révolution autour de l'étoile en 18,3 et 89,6 jours. Pendant un temps, une 3e planète, dont la période orbitale était estimée à 40 jours, semblait avoir été détectée. Les chercheurs commençaient à en douter, mais après la réévaluation minutieuse de plusieurs années de données, ils ont fini par valider son existence. Il s'agit de l'extrême HD 2794D. Michael Crétinier, un chercheur de l'université d'Oxford, a joué un rôle déterminant dans l'identification de cette planète. Il s'est appuyé sur un algorithme informatique baptisé Yarara pour isoler le faible signal de la planète du bruit de fond. Grâce à cette méthode, il a pu confirmer non seulement l'existence de HD 2794D, mais aussi son caractère exceptionnel. Contrairement aux planètes de notre système solaire, qui suivent des trajectoires essentiellement circulaires, celle-ci adopte une orbite fortement elliptique et allongée. Il lui faut 647 jours pour achever une révolution autour de son étoile, soit 40 jours de moins que la durée de l'orbite martienne autour du Soleil. À son apogée, cette planète se trouve à une distance équivalente à 2 fois l'intervalle Terre-Soleil, la plaçant bien au-delà de la zone habitable. Mais à son périgée, elle se rapproche jusqu'à 0,75 UA, pénétrant alors dans la région où les températures pourraient permettre la présence d'eau liquide. Cette oscillation extrême engendre d'étranges saisons. Pendant une partie de son orbite, HD 2794D se transforme en un véritable désert de glace. Lorsque la planète s'approche de son étoile, les températures s'envolent et les glaces doivent alors fondre, donnant naissance à des océans éphémères. Elle traverse ainsi une brève période de chaleur torride, si intense que l'eau en surface pourrait s'évaporer dans l'atmosphère. Mais dès que la planète s'éloigne, un automne brumeux s'installe, accompagné de pluie, avant de céder la place à un hiver rigoureux. Autrement dit, cette planète oscille entre un froid extrême et une chaleur accablante, rendant son environnement imprévisible pour toute forme de vie. Si des organismes s'y sont développés, ils doivent nécessairement être capables de résister à un milieu en perpétuel bouleversement. Mais pourquoi HD 2794D suit-elle une orbite si singulière? Elle pourrait être le vestige d'événements survenus il y a des milliards d'années, alors que le système planétaire était encore en formation. À une époque reculée, une autre planète de taille aurait pu perturber son orbite, lui imposant cette trajectoire. Une autre théorie suggère qu'une planète géante autrefois présente dans le système aurait contraint HD 2794D à suivre une orbite allongée sous l'effet de son influence gravitationnelle. Plus tard, cette géante aurait pu être expulsée du système, abandonnant HD 2794D sur sa trajectoire actuelle. Cette théorie semble cohérente, car les 2 autres planètes du système, HD 2794b et HD 2794c, évoluent sur des orbites bien plus régulières. La découverte de cette planète est fascinante, car elle remet en question notre compréhension des mondes habitables. Contrairement aux planètes qui résident en permanence dans la zone habitable, HD 2794D ne fait que la traverser. Les scientifiques veulent savoir si elle pourrait tout de même abriter la vie, ne serait-ce que temporairement. Pour répondre à cette question, de futurs télescopes analyseront son atmosphère à la recherche d'eau, de gaz ou même de traces biologiques. Une autre super-Terre susceptible d'abriter la vie évolue autour d'une étoile située à 137 années-lumière. En termes astronomiques, c'est relativement proche. Une année-lumière équivaut à environ 9,5 milliards de kilomètres. Baptisée Tweet 515b, cette planète est une fois et demie plus grande que la Terre et, contrairement à HD 2794D, elle demeure en permanence dans la zone habitable. Regardez, voici à quoi les astronomes pensent que cette planète pourrait ressembler. TOA 715b boucle son orbite très rapidement, en à peine 19 jours.
Mais bien qu'elle soit proche de son astre, elle pourrait ne pas être excessivement chaude, car son étoile se trouve être une naine rouge, un corps céleste plus petit et plus froid que notre Soleil. Cela signifie que Toa 715b pourrait avoir un climat plus tempéré que d'autres exoplanètes orbitant autour d'étoiles plus chaudes. La NASA a détecté cette planète grâce au satellite Transiting Exoplanet Survey, qui repère les exoplanètes en observant les légères baisses de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle. Comme les naines rouges sont plus petites et moins brillantes que le Soleil, les planètes en transit sont plus faciles à identifier. Les astronomes comptent approfondir l'étude de cette planète grâce au télescope spatial James Webb. Situé à 1,6 million de kilomètres de la Terre, ce télescope ultra performant est capable d'analyser l'atmosphère des exoplanètes. Si TOI 715b en possède une, il pourrait aider les chercheurs à en identifier les gaz présents et évaluer si les conditions sont propices à l'eau liquide, voire à la vie. Un autre monde prometteur dans notre quête de vie extraterrestre est une super-Terre ultra dense du système K2 360. Une équipe internationale de chercheurs japonais et européens a identifié ce système planétaire en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil à 750 années-lumière. Ce système renferme 2 planètes, dont l'une des exoplanètes rocheuses les plus denses jamais découvertes. K2 360b est une super-Terre rocheuse, mesurant environ 1,6 fois la taille de la Terre, mais avec une masse 7,7 fois supérieure, ce qui la rend aussi dense que le plomb. Elle orbite autour de son étoile à une vitesse fulgurante, achevant une révolution en seulement 21 heures. C'est la planète à période de révolution ultra courte la plus dense connue, avec des propriétés bien mesurées. Sa voisine, K2 360c, est une planète bien plus massive, d'au moins 15 masses terrestres. Elle met 9,8 jours à boucler son orbite, mais comme elle ne passe pas devant son étoile de notre point de vue, sa taille exacte demeure inconnue. Cette planète exceptionnellement dense pourrait être le noyau résiduel d'un astre bien plus grand. L'intense radiation de son étoile aurait pu, au fil du temps, souffler ses couches externes, ne laissant qu'un cœur rocheux. Elle pourrait ainsi offrir un aperçu du destin des planètes trop proches de leur étoile. Les astronomes estiment que K2 360b aurait pu migrer vers l'intérieur sous l'effet des interactions gravitationnelles avec sa compagne plus massive. L'une des hypothèses repose sur une migration à haute excentricité, où l'orbite initialement étirée de la planète se stabilise progressivement, en devenant plus circulaire près de l'étoile. Une autre théorie suggère que la rotation et l'inclinaison axiale de la planète pourraient jouer un rôle dans ce phénomène. Les planètes de ce type sont rares, et en découvrir une assortie d'une compagne géante permettrait d'affiner les modèles des scientifiques sur la formation et l'évolution planétaire en milieu extrême. Cette découverte pourrait également éclairer le devenir des planètes rocheuses, en particulier celles qui s'approchent trop près de leurs astres. Pendant des milliers d'années, les hommes ne connaissaient que les planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qu'ils pouvaient observer à l'aide de simples télescopes ou même à l'œil nu si les conditions étaient réunies. Mais en 1781, un célèbre astronome, Sir William Herschel, a découvert une nouvelle planète de couleur bleu glacé. Au début, les gens ont cru qu'il s'agissait d'une étoile, mais par la suite, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une planète. Aujourd'hui, nous la connaissons sous le nom d'Uranus, une planète qui se trouve plus de 19 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre. Elle est si loin qu'il lui faut 84 ans pour faire le tour du Soleil. Cet astronome a également découvert de nombreuses autres choses intéressantes dans l'espace, comme des étoiles doubles et des nébuleuses. Au milieu du 19e siècle, les savants ont remarqué que quelque chose tirait Uranus et modifiait étrangement son orbite. Ils ont pensé qu'il devait exister une autre planète dans l'espace, et ils ont fait appel aux mathématiques pour prédire où elle se trouverait. Finalement, ils ont découvert Neptune à l'aide d'un télescope en 1846. Elle était trop peu visible à l'œil nu en raison de son éloignement du Soleil. Tout cela était si excitant. Qui sait combien d'autres planètes pourraient se trouver là, tapis dans l'obscurité de notre propre système solaire. Au milieu du 19e siècle, des astronomes ont remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Une petite planète tellurique, nommée Mercure, se comportait de manière bien étrange. Elle ne suivait pas l'orbite prévisible que l'on attendait d'elle. L'un des astronomes se trouvait être un brillant scientifique français, Urbain Le Verrier. Il a émis une théorie selon laquelle il pourrait bien se trouver une autre planète dans notre système solaire que personne n'avait encore découverte.
et elle serait située quelque part entre Mercure et le Soleil. Cette planète hypothétique, qu'il a baptisée Vulcain en référence au dieu romain de la forge, aurait une surface incroyablement chaude, et elle pourrait constituer une explication potentielle au comportement étrange de Mercure. Il n'a jamais vraiment prétendu que Vulcain était la seule chose capable de perturber l'orbite de Mercure. Mais excités par la possibilité de découvrir une nouvelle planète, les astronomes du monde entier se sont emparés de l'idée. Les gens se sont alors engagés dans une grande quête d'informations au sujet d'une planète qui n'existait pas. Certains savants ne pensaient pas qu'il était possible qu'ils aient pu manquer une autre planète aussi grande que Mercure. Il aurait été difficile de ne pas la remarquer jusqu'à ce moment. Mais il y existait une infime chance qu'une planète plus petite existe à l'intérieur de l'orbite de Mercure et qu'elle soit trop proche du Soleil pour que quiconque puisse la voir. Selon une théorie, elle se trouverait à environ 13 millions de kilomètres du Soleil. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus excentrique de notre système stellaire, mais le point le plus proche du Soleil est d'environ 28,5 millions de kilomètres. Vulcain se trouverait donc à moins de la moitié de cette distance. Si cette planète existait, elle orbiterait autour du Soleil tous les 19 jours et 17 heures, et sa trajectoire serait inclinée d'environ 12 degrés par rapport à celle des autres planètes de notre système solaire. La position de Vulcain, à son point le plus éloigné du Soleil, serait encore trop proche de celui-ci pour être vue à l'œil nu, même au crépuscule. La seule chance de voir Vulcain serait lors d'une éclipse solaire, ou lorsqu'elle passerait elle-même devant l'astre, ce qui, selon cette théorie, se produirait 2 à 4 fois par an. Selon cette même théorie, la mystérieuse planète était si proche du Soleil qu'elle ne pouvait être vue que lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la Lune bloquait l'aveuglement du Soleil. Ainsi, à chaque éclipse, les astronomes scrutaient le Soleil dans l'espoir d'apercevoir Vulcain. Ils ont eu beau essayer, mais quoi qu'ils fassent, ils n'ont jamais pu trouver cette mystérieuse planète. Certains astronomes affirmaient l'avoir repérée lors d'éclipses, mais personne n'a jamais pu le confirmer ou en apporter la preuve. La théorie de Vulcain a peu à peu sombré dans l'oubli. Einstein avait une autre idée en tête. Tu connais sa théorie de la relativité générale, n'est-ce pas? C'est là qu'il a affirmé que la gravité n'était pas une sorte de force naturelle, mais le résultat de la courbure de l'espace-temps, due à la présence de corps spatiaux supermassifs, comme les planètes et les étoiles. Les planètes tournent autour du Soleil, dans leur orbite habituelle, parce que l'espace-temps est courbé. Ce qui signifie que les planètes tombent en quelque sorte vers l'étoile centrale de notre système solaire. Et Einstein a tenté d'expliquer l'orbite inhabituelle de Mercure, à l'aide de sa propre théorie de la relativité. Contrairement aux autres planètes de notre système solaire, l'orbite de Mercure n'était pas circulaire. Au lieu de cela, elle semblait osciller légèrement, comme si une force invisible l'attirait. Selon Einstein, ce phénomène aurait pu être dû à la gravité colossale de notre Soleil qui courbe la fabrique de l'espace-temps autour de lui. Selon lui, il était possible que cela modifie légèrement l'orbite de Mercure. Il aura fallu un certain temps à la communauté scientifique pour éprouver cette théorie, mais elle s'est finalement imposée comme l'explication la plus plausible. Bien que la théorie d'Einstein ait fourni une explication plus élégante à l'étrange orbite de Mercure, certains scientifiques continuaient à croire en Vulcain. Il était d'autant plus difficile d'abandonner l'idée que Mercure est également la planète la plus difficile à observer d'où nous nous trouvons. Et par la suite, de plus en plus de chercheurs ont commencé à accepter la théorie d'Einstein en dépit de leurs convictions. Puis, ils ont attendu une éclipse solaire totale, afin de tester la théorie de la relativité d'Einstein, et non plus à cause de Vulcain. Vulcain n'est d'ailleurs pas la seule planète hypothétique dont tout le monde ait un jour parlé. Depuis l'ère moderne, certains estiment qu'une planète mystérieuse pourrait se tapir dans la partie extérieure de notre système solaire. Mais celle-ci a plus de chances d'exister. Personne ne l'a encore observée directement, mais des simulations informatiques montrent que cette prétendue planète 9 ou planète X se trouverait probablement quelque part au-delà de Neptune. Neptune et la planète X pourraient être de taille similaire. Cette dernière pourrait donc être 10 fois plus massive que la Terre et orbiter autour de notre Soleil en suivant une courbe elliptique, qui serait en moyenne 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune. Une année pourrait y durer entre 10 000 et 20 000 années terrestres. À titre de comparaison, une année sur Neptune dure 165 années terrestres. Un objet de cette taille, se déplaçant par-delà Neptune, pourrait expliquer les orbites étranges de certains objets dans la ceinture de Kuiper.
Cette ceinture est la zone de notre système solaire qui se situe au-delà de Neptune et de son orbite. On y trouve très probablement de nombreux astéroïdes, des comètes et d'autres corps plus petits, principalement constitués de glace. Il existe une autre planète hypothétique, baptisée Nibiru. Tu te souviens de ces rumeurs de fin du monde en 2012 ? L'un des scénarios les plus populaires était celui de Nibiru qui, d'après certains, était censé frapper notre planète à la fin de l'année. Bien sûr, rien ne s'est produit, nous sommes toujours là, mais l'idée de Nibiru semblait intéressante. Ces histoires ont commencé en 1976, lorsqu'un homme du nom de Zecharia Sitchin a mentionné Nibiru dans son livre « La 12e planète », affirmant qu'elle orbitait autour du Soleil tous les 3600 ans. Mais il n'existe aucune chance qu'une planète avec une orbite aussi excentrique ne perturbe pas les autres planètes de notre système solaire avec sa propre gravité. Et si elle s'approchait vraiment si près de la Terre en 2012, nous étions censés pouvoir la distinguer à l'œil nu. Des calculs simples ont montré que Nibiru aurait été presque aussi brillante que Mars dans sa plus faible luminosité, et plus brillante que les étoiles les plus faibles que l'on puisse observer en ville. Peut-être aurons-nous plus de chance dans les 3500 ans à venir. En 2011, une comète du nom d'Helena est apparue et dont beaucoup ont pensé qu'elle pouvait être la fameuse Nibiru. Mais lorsqu'on observe les comètes et les planètes au télescope, on s'aperçoit qu'elles ont une apparence différente. La comète possède une chevelure, qui est une atmosphère gazeuse, ainsi qu'une queue, ce dont une planète est dépourvue. De plus, cette comète n'a pas percuté la Terre. Elle s'est approchée trop près de notre Soleil, puis s'est désintégrée. Les débris restants continueront à se déplacer vers le système solaire externe pendant les 12 000 prochaines années. Quoi ? Regarde. Tu vois ça ? Une partie du Soleil s'est détachée, et elle tourbillonne maintenant au-dessus de la surface de l'étoile, ayant formé un gigantesque vortex. Que se passe-t-il là-bas ? Eh bien, admettons-le, nous connaissons encore très peu de choses sur le Soleil, aussi crucial que cette étoile soit pour notre bien-être. Néanmoins, dans le cas du Soleil brisé, les scientifiques peuvent probablement expliquer ce qui s'est passé. Une partie du plasma de l'étoile a probablement érupté de la surface du Soleil et s'en est détachée, créant quelque chose ressemblant à un vortex en forme de couronne au-dessus du pôle nord solaire. Et pourtant, ce n'est qu'une théorie. Les astronomes doivent réaliser des analyses plus poussées pour comprendre si c'est réellement ce qui s'est passé. À l'heure actuelle, ils sont un peu perplexes, car ce phénomène n'a rien de comparable à ce qu'ils ont observé auparavant. Cependant, les images que nous avons sont indéniablement impressionnantes. Ce qui est plus alarmant cependant, c'est que le comportement de notre étoile est en train de changer. Le Soleil intensifie actuellement son activité. Il devient plus turbulent avec des éruptions solaires et des taches solaires. Cette année, il a émis des éruptions tous les jours jusqu'à présent. Il a également produit quelques éruptions de classe X et M en janvier 2023. Ces éruptions sont les plus grandes et les deuxièmes plus grandes que notre étoile puisse produire. Bien que cela puisse paraître un peu alarmant, ne vous inquiétez pas. Le Soleil a certains cycles d'activité qui se répètent environ tous les 11 ans. Certains sont relativement calmes, tandis que d'autres sont absolument sauvages. Ces cycles se produisent en même temps que les fluctuations du champ magnétique du Soleil. Lorsqu'il est le plus faible au pôle de l'étoile, il change de place. Cela entraîne une inversion de la polarité du champ magnétique. C'est précisément la période où le Soleil est le plus actif. Elle est connue sous le nom de maximum solaire. En ce moment, nous sommes proches de ce maximum solaire. Les scientifiques peuvent le déterminer en analysant l'activité solaire inhabituelle. Mais comme le Soleil reste en grande partie un mystère pour nous, personne ne peut déterminer quand le renversement de polarité est susceptible de se produire. Une estimation approximative est juillet 2025. En même temps, nous ne pouvons pas dire que la situation solaire actuelle est normale. Il est vrai que chaque cycle solaire est différent des autres. Certains sont plus faibles, d'autres plus puissants. Donc, celui-ci, qui a commencé en décembre 2019, a déjà largement dépassé toutes les attentes des scientifiques et continue de le faire. Ce qui nous ramène au vortex observé le 2 février 2023, qui a tellement impressionné les astronomes. Cela a commencé comme une protubérance solaire. Il s'agit d'un filament de plasma brillant s'étendant au-delà de la surface du Soleil.
Et laissez-moi vous dire, les prominences solaires sont un phénomène absolument régulier. Et, comme la plus récente, elles surviennent souvent à de hautes altitudes autour de la couronne du Soleil, qui est la couche la plus externe de l'atmosphère de l'étoile, également connue sous le nom de couronne solaire. Quoi qu'il en soit, les prominences comme celle en question sont appelées prominences haies, parce qu'elles ressemblent à une haie. Mais ce qui a surpris les astronomes est survenu un peu plus tard. Le matériau du filament s'est apparemment détaché et a commencé à tourner autour du pôle près duquel il s'était formé, à 60 degrés de latitude, et à une vitesse d'environ 100 km par seconde. Et cela a duré environ 8 heures. Un scientifique qui observe les cycles du Soleil depuis des décennies affirme qu'il n'a jamais vu de tourbillon de ce genre. Malheureusement, les pôles solaires sont très difficiles à observer. Il pourrait donc s'écouler un certain temps avant que nous obtenions nos réponses. Pour la première fois, un vaisseau spatial a touché la surface du Soleil en 2021. C'était la sonde solaire Parker de la NASA qui a traversé l'atmosphère supérieure de notre étoile. Elle a également prélevé des échantillons de particules et examiné les champs magnétiques là-bas. C'était une véritable étape importante et un bond géant pour la science solaire. Mettre la main sur la matière même dont est fait le Soleil permettra aux chercheurs de découvrir des informations cruciales sur notre étoile et son influence sur nous et l'ensemble du système solaire. La sonde Parker Solar s'est rapprochée de la surface du Soleil et a commencé à faire des découvertes que d'autres engins spatiaux étaient trop éloignés pour observer. Par exemple, la sonde a examiné le vent solaire de l'intérieur. C'est un flux de particules provenant du Soleil. Ces particules peuvent nous influencer ici, sur Terre. Bien avant de s'approcher très près de l'étoile, la sonde Parker a découvert qu'à proximité du Soleil, il y avait de nombreuses structures magnétiques en zigzag dans le vent solaire appelées switchbacks. Mais à ce moment-là, les scientifiques n'arrivaient pas à comprendre comment elles se formaient et où elles apparaissaient. Mais maintenant, plus de 2 ans plus tard, nous savons avec certitude que les switchbacks prennent leur origine à la surface solaire. Comme vous le savez, le Soleil n'a pas de surface solide, contrairement à notre planète. Mais il possède une atmosphère surchauffée, qui est composée de matériaux solaires liés par des forces magnétiques et la gravité. Lorsque la pression et la chaleur montante poussent ce matériau loin de l'étoile, il finit par atteindre un point où le champ magnétique du Soleil et sa gravité ne peuvent plus le contenir. Ce point a son propre nom, la surface critique d'Alfvén. Il marque la limite de l'atmosphère solaire, et c'est aussi là que commence le vent solaire. Le matériau qui parvient à passer la frontière se transforme en vent solaire. Il entraîne le champ magnétique du Soleil vers la Terre et au-delà. Mais le plus important est qu'au-delà de la frontière, ce vent commence à se déplacer si rapidement que ces ondes ne peuvent pas revenir vers le Soleil. Ce qui signifie littéralement couper tous les liens avec l'étoile. Lors de son survol, la sonde Parker est entrée et sortie plusieurs fois de la couronne solaire, ce qui a prouvé que la surface critique d'Alfvén n'était pas en forme de sphère lisse. Elle présente des vallées et des pointes, et sa surface est quelque peu ridée. À un moment donné, la sonde est même tombée sur un pseudo-réseau. Ce sont des structures massives dans la couronne solaire qui s'élèvent bien au-dessus de la surface de l'étoile. Vous pouvez les voir depuis la Terre lors des éclipses solaires. Et vous savez quoi? Pour la sonde Parker, traverser ce pseudo-tourelle était comme voler dans l'œil d'une tempête. À l'intérieur, tout était beaucoup plus calme. Les particules se déplaçaient plus lentement, et il y avait moins de détours. C'était un énorme changement par rapport à la barrage de particules que la sonde rencontrait à l'intérieur du vent solaire. Maintenant, en parlant des éruptions solaires, elles sont assez dangereuses pour la Terre. Les radiations qu'elles émettent peuvent interférer avec nos communications radio. Ces tempêtes affectent tous les systèmes électroniques, de l'Internet au réseau électrique, et peuvent de même détruire les satellites. La plupart des éruptions solaires durent quelques minutes, mais certaines se prolongent pendant des heures. Les scientifiques classifient les éruptions solaires en fonction de leur intensité en rayons X. Vous n'êtes probablement pas en mesure de remarquer les éruptions les plus petites si vous ne disposez pas d'équipement spécial. Les éruptions solaires de taille moyenne entraînent des coupures radio-radio à courte durée au pôle, mais rien de trop grave. Ce sont les éruptions de classe X que l'on devrait craindre. Elles provoquent les tempêtes solaires les plus fortes et les plus durables.
une tempête solaire d'une intensité exceptionnelle se dirigeant vers la Terre ne surviendra pas d'un seul coup. D'abord, il y aura une lumière solaire à haute énergie, principalement des rayons ultraviolets et des rayons X. Ils ioniseront la haute atmosphère de notre planète et perturberont les communications radio. Ensuite, une tempête de radiation frappera la Terre, et finalement, un nuage colossal de particules solaires chargées atteindra notre atmosphère. Les particules interagiront avec le champ magnétique de la planète et provoqueront des ravages à travers le monde. Si une tempête solaire intense se produisait de nos jours, elle commencerait par perturber le GPS et mettre hors service des satellites. Si des astronautes effectuaient une sortie extravéhiculaire à ce moment-là, ils n'auraient que quelques minutes après le premier flash de lumière pour trouver un abri. Leur engin spatial serait probablement correctement blindé et suffisamment sûr. Le principal défi serait de rentrer à l'intérieur à temps. Ensuite, la tempête interférerait avec les communications par satellite. C'est pourquoi bon nombre de vos activités quotidiennes, de l'appel de vos amis au paiement par carte de crédit, seraient compromises. Mais l'une des pires conséquences serait liée aux réseaux électriques. Les surtensions causées par les particules provenant du Soleil endommageraient les transformateurs géants. Une puissante tempête solaire pourrait coûter aux gens de 1000 milliards à 2000 milliards de dollars. Heureusement, si une tempête solaire aussi puissante se dirigeait vers nous, nous recevrions très probablement une sorte d'avertissement. Des équipements modernes partout dans le monde et dans l'espace ne cessent d'observer le Soleil, pas même une seconde. Cela nous donnerait un peu de temps pour nous préparer, entre plusieurs heures et quelques jours. Et si les transformateurs étaient mis hors ligne à temps, les conséquences ne seraient pas si dramatiques.